Le soleil de fin de matinée sur le ciel du Texas n'offrait aucune chaleur. Il ne faisait que presser. Des chênes bordaient l'allée, leurs ombres s'étirant comme des doigts essayant de me retenir. Mais j'ai continué à marcher. Je lui avais promis que je viendrais, juste une fois. Alors me voilà, un homme adulte se tenant au bord d'une réunion de famille où je n'étais rien de plus qu'une note de bas de page. Le porche a gémi sous mes bottes. À l'intérieur, des rires flottaient à travers les couloirs polis comme s'il y appartenait. Je me suis arrêté sur le seuil, laissant d'abord entrer l'écho de mon propre silence. Ils étaient déjà assis. Mon beau-père avec son verre de quelque chose d'ambré, les jambes croisées comme un homme qui avait déjà fait la paix avec tout ce que l'avocat dirait. Mon demi-frère était affalé sur le canapé, un bras jeté sur le dossier comme s'il avait déjà hérité du monde entier. Je n'ai salué personne. Personne ne s'y attendait. L'avocat s'est éclairci la gorge alors que j'entrais. « Ah, vous êtes là. Nous allons commencer sous peu. » Il n'a pas souri, non par impolitesse, mais par habitude. Il avait l'air d'un homme qui avait prononcé trop de derniers mots au nom des morts. J'ai pris la seule chaise vide qui restait, la plus éloignée du centre. Logique. La pièce était chaleureuse avec ses meubles coûteux et ses regards plus froids. Les yeux de mon demi-frère se sont tournés vers moi une fois, puis se sont détournés comme si je n'étais qu'une partie du mur. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je suis venu parce que maman avait écrit une seule phrase, d'une écriture tremblante, dans sa dernière lettre pour moi. Sois juste là une fois. C'est tout ce que je demande. J'étais ici pour honorer cela. L'avocat a commencé par un préambule. Son ton était stérile, mécanique, comme s'il était rodé. Puis, les actifs. D'abord, la maison. Le domaine, évalué à 16 millions de dollars, entièrement payé sans aucun privilège restant, sera transféré en totalité à « Il n'a pas fait de pause pour le drame. » Il n'en avait pas besoin. Carson Trailer. C'était le signal pour mon demi-frère. Carson a expiré brusquement par le nez, un rire empreint de suffisance. Il a hoché lentement la tête, se penchant en arrière comme s'il avait marqué le touchdown de la victoire. « Eh bien, dit-il en s'étirant, je suppose que certaines choses ont tout leur sens. » La pièce a acquiescé en silence. Mon beau-père a levé son verre d'un quart de pouce en signe d'approbation silencieuse. L'avocat n'a pas arrêté. Et à Elia, c'était moi. La première fois que quelqu'un prononçait mon nom de toute la journée. Il a hésité, puis a mélangé une plus petite page. Point l'acte de propriété de la cabane familiale située dans le comté de Fayette, au Texas, précédemment occupée par sa mère, Julia. La structure est actuellement non entretenue. Quelqu'un derrière moi a chuchoté juste assez fort. Pourrissante. Je ne me suis pas retourné. L'avocat a placé une liasse de papier devant moi avec l'adresse de la cabane dactylographiée proprement en haut. Puis il a attrapé autre chose. Un petit porte-clés avec une étiquette en bois usé. La cabane de maman ? Ai-je demandé, plus à moi-même qu'à quiconque. Carson n'a pas attendu. Il a éclaté de rire. Ce tas de détritus te va bien. J'ai levé les yeux. Il a souri plus largement. Sérieusement, tu es comme le siège supplémentaire à table. Tu sais, celui dont personne n'a vraiment besoin. Dégage, mec. Il y a eu un petit rire. Pas fort, mais suffisant. Un de mes demi-frères, peut-être. Peu importe. Mon beau-père n'a même pas scié. J'ai hoché la tête une fois, non par accord, mais par reconnaissance. Message reçu. L'avocat, à son crédit, n'a pas croisé mon regard. Il a fait glisser les clés sur la table comme si elles étaient fragiles. Ma main a bougé d'elle-même, effleurant la vieille étiquette en bois, et ébréchée sur les bords, des initiales gravées en lettres peu profondes. J.T. Julia Trailer. Personne n'a expliqué. Personne n'en avait besoin. J'ai empoché les clés. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas protesté. La pièce avait pris sa décision bien avant mon arrivée. Je me suis levé. La chaise a fait un léger bruit de raclement contre le sol. Le bruit le plus fort que j'avais fait de la journée. Je n'étais pas en colère. Pas vraiment. Pas encore. Quelque chose d'autre se préparait. Quelque chose de plus froid, comme un orage trop lointain pour être entendu, mais assez proche pour être ressenti. Je suis passé devant Carson sans le regarder. Il a dit autre chose à voix basse,
mais je l'ai laissé derrière moi. Je suis sorti. La porte s'est refermée avec un déclic, étouffant les rires qui ont suivi. Dehors, le vent a tourné. Des feuilles sèches grattaient le trottoir. Dans ma paume, les clés semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû. Non pas à cause du poids, mais à cause de l'histoire, à cause de ce qui attendait dans cette cabane, l'endroit que tout le monde pensait n'être rien. Le gravier a crissé sous les pneus alors que je quittais la route principale, juste après la boîte aux lettres rouillées où, trailer, était encore à peine lisible sur le côté. Le ciel était passé du soleil de midi éblouissant à cette teinte ambrée et fatiguée de fin d'après-midi. L'air était sec, mais portait toujours une quiétude que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le genre qui n'existe que dans les endroits où les gens ont cessé d'essayer d'être vus. Je me suis garé à côté de la vieille clôture. La moitié penchait comme si elle avait renoncé à se tenir droite. Des mauvaises herbes s'enroulaient autour des poteaux en bois, pourtant quelqu'un les avait taillées récemment. Juste assez pour dire que cet endroit n'est pas abandonné, mais pas assez pour dire qu'il est aimé. La cabane se tenait devant moi, plus petite que dans mes souvenirs d'enfance, mais plus intacte que je ne l'attendais. Les fenêtres étaient fermées, pas de vitres cassées. Les marches du porche, bien qu'usées par le temps, conservaient leur forme. La porte était verrouillée. Cela m'a surpris. J'ai sorti la clé de ma poche. L'étiquette en bois, les initiales de maman, tapotaient doucement contre mes doigts. La serrure s'est ouverte sans résistance. Quelqu'un l'avait huilée. J'ai remarqué que les charnières ne grinçaient pas non plus. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le cèdre, la poussière, et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Pas la décomposition. Quelque chose d'habité. Silencieux. Je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. J'ai laissé mes yeux s'habituer. La poussière flottait dans les faisceaux de lumière inclinés des fenêtres, mais le sol était balayé. Le comptoir de la cuisine était nu, à l'exception d'un torchon plié et d'un verre retourné. Propre. La chaise de la salle à manger, une seule, était soigneusement rangée sous la petite table carrée. Tout semblait m'avoir attendu, mais sans espoir. Dans le salon, le canapé s'affaissait légèrement au milieu, comme s'il avait supporté le même poids pendant des années. Les coussins étaient rapiécés, cousus à la main, non remplacés. Une bibliothèque se tenait dans le coin. Des livres de poche dépareillés, quelques vieux albums photos. Je ne les ai pas encore ouverts. Cet endroit n'était pas abandonné. Il était préservé. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti de ma poche arrière. Une notification du groupe de discussion familiale. Dîner déplacé au manoir. 19 heures. C'était tout. Pas de non-joint. Pas de « j'espère que tu viendras ». Pas de blague, pas d'émoji. Et juste en dessous, un message privé de la femme de mon cousin. Je pensais que tu devrais savoir. Ils ont de nouveau retiré ton nom de la discussion. Carson a dit que c'était un bug. Bien sûr qu'il l'a dit. J'ai fixé l'écran un moment de plus. Puis j'ai posé le téléphone face contre table sur la table de la cuisine. Ma place, celle qu'ils ont laissée vide, celle qu'ils ont toujours espéré que je quitterais tranquillement. Je me suis dirigé vers l'arrière de la cabane, j'ai ouvert une porte menant à une petite pièce. Le lit était fait au carré, comme si maman s'attendait encore à ce que quelqu'un vienne l'inspecter. Je me suis assis au bord du matelas, non pour me reposer, juste pour sentir son poids sous moi. Je pouvais déjà les imaginer. Carson en bout de table, gesticulant trop avec son verre de vin, leur père découpant un rôti, quelqu'un mentionnant comment Elia est probablement en train de réparer cette bicoque. Quelqu'un rirait, quelques-uns baisseraient poliment les yeux, prétendant ne pas être d'accord, mais je serais le seul à ne pas être dans la pièce. Je l'ai toujours été. On a frappé à la porte, ce qui m'a surpris, non pas à cause du son, mais à cause de sa légèreté, comme si la personne qui frappait ne voulait pas s'imposer. Je me suis levé, j'ai traversé la cabane et j'ai ouvert la porte. L'homme sur le porche avait environ 60 ans, portait un jean délavé, une chemise à carreaux rentrée dans son pantalon, et le genre d'expression que l'on acquiert qu'en travaillant de ses mains pendant des décennies. « Vous devez être le fils de Julia, dit-il. Je m'appelle Rick. Je m'occupe des choses par ici de temps en temps. » J'ai hoché la tête. « Oui, Elia. » Il a esquissé un petit sourire. « Mes condoléances. » « Merci. » Il a changé de poids d'un pied sur l'autre. « Écoutez, je ne veux pas être impoli.
On m'a juste dit de vérifier la propriété après la lecture. M'assurer que tout reste temporaire. J'ai haussé un sourcil. Temporaire? Il a semblé légèrement mal à l'aise. Je pense que l'hypothèse était que vous ne seriez que de passage. Peut-être mettre l'endroit en vente. Je fais juste ma part, vous savez. J'ai laissé le silence s'étirer un peu trop longtemps. Rick s'est éclairci la gorge. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas faire pression. Juste, si vous avez besoin de quelque chose pendant que vous êtes ici, des outils, du nettoyage, peu importe, faites-le moi savoir. Je lui ai fait un signe de tête. J'apprécie. Il s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté. Elle venait beaucoup ici. Votre mère. Surtout ces 2 dernières années. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle avait l'air paisible ici. Je n'ai rien dit. Il a quitté le Porsche et est retourné à sa camionnette. Je suis resté là un moment, la main sur le cadre de la porte ouverte, regardant la poussière se déposer derrière ses pneus alors qu'il disparaissait sur le chemin de terre. J'ai fermé la porte plus lentement cette fois. Elle a fait un bruit sourd. De retour dans la cuisine, j'ai posé les clés sur la table. L'étiquette en bois a tapoté contre le bois. Silencieux, familier, comme quelque chose qui se met en place. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Le canapé rapiécé, la chaise unique, le silence. Ce n'était pas un abri. Pas vraiment. C'était une épreuve. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la cabane n'était pas mon héritage. C'était mon épreuve. Comprendre quelque chose, cependant, ne signifie pas que vous êtes prêt pour ce qui suit. La lumière extérieure s'est amincie alors que le soir s'installait. Le ciel a changé à travers une gamme de couleurs sourdes avant d'abandonner complètement. J'étais assis à la petite table de la cuisine avec ma veste drapée sur le dossier de l'unique chaise, écoutant le silence s'imposer de tous côtés. Ce n'était pas paisible. C'était le genre de silence qui vous rend conscient de votre propre respiration, de chaque pensée que vous avez repoussée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont ma mère m'avait soigneusement demandé de me présenter à la lecture du testament. Pas exiger, pas expliquer, juste demander une fois. Comme si elle savait que tout ce qui viendrait après serait plus facile à affronter seul. Je me suis levé et j'ai circulé dans la cabane, sans chercher quoi que ce soit en particulier. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Quand on grandit en apprenant à prendre le moins de place possible, on remarque des détails que les autres manquent. Un clou renfoncé, une charnière resserrée, un endroit balayé, puis rebalayé. Près du mur de la cuisine, le plancher a grincé différemment sous mon poids. Pas fort, juste assez pour sembler déplacé. Je me suis accroupi et j'ai pressé ma paume contre l'une des planches. Elle a légèrement bougé. Quelqu'un l'avait desserrée exprès. Je l'ai soulevée avec précaution, la mettant de côté pour qu'elle ne racle pas. En dessous, enveloppée dans du papier ciré et nichée dans un renfoncement peu profond, se trouvait une enveloppe, jaunie sur les bords, mais sèche, protégée. Mon nom était écrit sur le devant d'une écriture que je n'avais pas vue depuis l'enfance. Elia. Je ne l'ai pas ramassée tout de suite. Je me suis assis sur mes talons et je l'ai fixée comme si elle pouvait disparaître si je clignais des yeux. Ma poitrine s'est serrée, non pas d'espoir, mais d'hésitation. Ce n'était pas destiné à l'avocat. C'était évident. C'était quelque chose qu'elle avait caché, quelque chose qu'elle avait choisi de ne pas rendre public. J'avais passé des années à apprendre à vivre avec ce que les gens ne disaient pas. Je n'étais pas sûr d'être prêt à lire ce qu'elle avait finalement à dire. J'ai refermé la planche, je me suis levé, je me suis versé un verre d'eau du robinet. Les tuyaux ont vibré une fois, puis se sont stabilisés. J'ai bu une lente gorgée, j'ai essuyé mes mains sur mon jean et je suis redescendu. Quand j'ai de nouveau soulevé la planche, l'enveloppe était toujours là, attendant. J'ai rompu le seau avec mon pouce. La lettre ne commençait pas par de l'affection, pas d'excuses, pas d'atterrissage en douceur. Elle commençait par la clarté. Elle écrivait sur le fait de me regarder m'asseoir tranquillement pendant que des décisions étaient prises autour de moi, d'entendre des blagues qui n'en étaient pas, de se convaincre que garder le silence maintenait la stabilité de la famille, que si elle n'intervenait pas, les choses n'empireraient pas. Elle a admis qu'elle avait tort. Elle a écrit sur le coup d'une paix qui ne fonctionnait que pour les gens qui avaient déjà le pouvoir. Sur la facilité avec laquelle on confond endurance et force. Sur la fréquence à laquelle elle se disait que je n'avais pas besoin d'être défendu parce que j'étais si capable. Je me suis arrêté là, non pas parce que ça faisait plus mal,
mais parce que ça me semblait familier. J'avais entendu ces mots toute ma vie. Elle ne se justifiait pas. Elle ne demandait pas pardon, elle expliquait. La cabane, écrivait-elle, n'était pas une consolation. C'était délibéré. Elle était protégée d'une manière que la maison ne l'avait jamais été. Des arrangements faits discrètement. Des limites tracées légalement, non pas parce qu'elle ne me faisait pas confiance, mais parce qu'elle ne leur faisait pas confiance. Elle a dit qu'elle croyait que je reconnaîtrais la différence le moment venu. J'ai plié la lettre soigneusement le long des mêmes plis qu'elle avait fait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé mon poing sur la table ni maudit la pièce vide. Je suis resté assis là plus longtemps que confortable, écoutant les insectes nocturnes commencer leur travail à l'extérieur. Ce n'était pas une excuse. C'était une préparation. J'ai glissé la lettre sous la planche, l'ai scellée à nouveau dans le papier ciré et j'ai remis le bois exactement comme il était. Quand je me suis relevé, mes genoux ont protesté doucement. J'ai accueilli cette petite douleur. Elle me rappelait que j'étais toujours là. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti le porte-clés, le retournant dans ma paume. La gravure n'était pas nette. Les initiales étaient inégales, trop enfoncées par endroits, plus légères à d'autres. Fait par quelqu'un qui ne se souciait pas des apparences, seulement de la permanence. Pour la première fois de la journée, je me suis permis une lente respiration. Il pensait que la cabane me ferait disparaître. Ce que ma mère a fait, c'est s'assurer que je ne le ferais pas. Je suis resté à table longtemps après que la dernière ligne de la lettre de ma mère se soit installée dans ma poitrine. Le sommeil est venu lentement et est parti tôt. Au moment où le ciel est devenu de ce bleu pâle et aqueux, j'étais de nouveau debout, dans l'embrasure de la porte d'entrée avec un café qui avait le goût de vieux bois et de gravier. La lumière du matin entrait de côté, effleurant des surfaces que la nuit avait gardées cachées. La cabane avait l'air différente à la lumière du jour, moins comme un reste, plus comme quelque chose dessiné avec intention. Les meubles étaient usés, mais choisis. Les livres n'étaient pas éparpillés. Ils étaient arrangés à la main par quelqu'un qui savait ce dont il avait besoin à portée de main. Je suis sorti avec la tasse encore à la main et j'ai fait le tour de la propriété, lentement, comme si je pouvais manquer quelque chose si je bougeais trop vite. L'herbe était envahissante par endroits, mais les marches avaient été récemment dégagées. La boîte aux lettres penchait légèrement vers la gauche, mais sa charnière était huilée. Quelqu'un avait empêché cet endroit de sombrer dans une négligence complète. Ce quelqu'un était parti maintenant, et j'étais ce qui restait. De retour à l'intérieur, je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine, regardant le chemin de gravier se courber vers la route. C'est là que je l'ai senti. Ce léger changement dans l'air quand on est observé ou sur le point de l'être. Je n'étais pas là depuis longtemps, mais apparemment assez longtemps. J'ai vérifié mon téléphone. 5 appels manqués. Tous de mon beau-père. Un message vocal. Sa voix est sortie posée. Trop posée. Elia, a-t-il commencé comme si nous prenions des nouvelles autour d'un verre. Je voulais juste confirmer que tu as tout bien reçu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, des documents, des codes d'accès, peu importe, fais-le-moi savoir. Nous réglerons ça. Aucune mention de la cabane, aucune mention des insultes ou des rires ou du fait que tout le monde était passé à autre chose comme si je n'avais jamais existé. Pas de chaleur, pas d'excuses, juste de la logistique. Je n'ai pas rappelé. Vers le milieu de la matinée, j'ai décidé d'aller en ville pour des produits de base. Du pain, de la soupe en conserve, du café qui n'avait pas le goût du regret. Je n'étais pas sûr de la durée de mon séjour, mais quelque chose en moi s'était installé. Je n'étais plus pressé. Le trajet jusqu'à la ville prenait environ 15 minutes, à peu près. 2 feux rouges. Un champ rempli de matériel agricole rouillé qui ressemblait plus à une sculpture qu'à des machines. Le magasin général n'avait pas changé. Une petite cloche au-dessus de la porte, des étagères trop serrées, des ventilateurs de plafond qui tournaient comme s'ils étaient fatigués d'essayer. La femme à la caisse a levé les yeux à mon approche. Je ne la reconnaissais pas, mais elle me connaissait. « Vous êtes le fils d'Evelyne, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un signe de tête amical, en scannant la miche de pain. J'ai hoché la tête une fois. « C'est exact. Je ne m'attendais pas à ce que vous restiez là-bas, ajouta-t-elle avec désinvolture, les yeux se plissant un peu. Mais je suppose que tout le monde a besoin d'un peu de calme parfois. Elle l'a dit gentiment. Trop gentiment. J'ai payé en espèces et je suis parti avec le sac en plastique pendant à une main. En descendant du trottoir,
quelqu'un a appelé mon nom. Ellie. Je me suis retourné. C'était Tom Grayson, plus âgé que moi d'environ 20 ans. Il avait l'habitude de travailler avec ma mère à l'époque où elle était bénévole à la bibliothèque. Nous nous étions parlé quelques fois lors d'événements de vacances. Toujours poli, toujours bref. Il s'est approché lentement, une main dans sa poche. Je voulais juste dire que j'étais désolé d'apprendre pour votre mère, dit-il. Merci. Il a hésité, puis a regardé au-delà de moi, vers l'endroit où ma camionnette était garée. Écoute, dit-il, la voix plus basse maintenant. Juste pour que tu saches, quand les gens te donnent cette cabane, ça veut généralement dire qu'ils ne veulent pas de toi ailleurs. J'ai attendu la suite, mais il a juste incliné le menton et a fait un signe de tête sec. Je suis sûr que tu trouveras quoi faire. Fais juste attention où tu mets les pieds. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Je suis resté là un moment de plus que prévu. Le sac de course pendant, le soleil trop brillant pour ce qui venait d'être dit. De retour à la cabane, j'ai déballé lentement, j'ai mis les choses là où elles avaient le plus de sens, je me suis assis à nouveau à la table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. Le manoir m'est revenu en mémoire. La pièce avec les fauteuils en cuir, la façon dont ils ont applaudi après la lecture du testament comme si quelqu'un avait marqué un touchdown. La façon dont personne ne me regardait, sauf pour rire. Ils m'avaient donné cet endroit non pas par générosité, ni même par cruauté. Ils me l'ont donné pour m'effacer, pour me mettre hors de vue sans dire les mots. Mon téléphone a de nouveau vibré sur le comptoir. Je me suis approché, j'ai regardé l'écran et je l'ai retourné sans répondre. Il ne s'agissait pas de les éviter. Il s'agissait de créer un espace, d'observer au lieu de réagir, de les laisser montrer leur jeu. Avant de me rasseoir, j'ai accroché mes clés au clou près de la porte. Le porte-clés en bois a doucement cogné contre le mur. Il n'a pas fait d'écho, mais il n'est pas resté silencieux non plus. Je pensais que les ignorer me ferait gagner du temps. Je n'avais pas réalisé que cela les forcerait à agir plus vite. Le téléphone a de nouveau sonné alors que je rinçais une tasse à l'évier. Je l'ai laissé vibrer une fois, 2 fois, puis j'ai répondu sans regarder l'écran. Ma voix est sortie égale. Je l'ai remarqué. Pas fier. Juste conscient. Elia, dit mon beau-père, calme comme toujours. Bien. J'espérais que nous pourrions parler. Il parlait comme le font les hommes quand ils pensent être généreux, mesurés, efficaces, comme si c'était un problème d'horaire qui avait dégénéré. Je n'ai pas beaucoup de temps, a-t-il poursuivi. Alors, je vais aller droit au but. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai regardé une goutte d'eau glisser sur la porcelaine. Dehors, un camion est passé sur la route, ses pneus vrombissant sur le bitume sec. Nous pensons que la solution la plus propre, a-t-il dit, est de mettre la cabane en vente rapidement. Il y a déjà un acheteur intéressé. Pas besoin de compliquer les choses. Aucune question, aucune pause pour me demander ce que j'en pensais. Il est passé directement à la mécanique, au calendrier, aux formalités, à qui s'occuperait de quoi. Il a mentionné les avocats avant de mentionner la famille. Cela épargnerait beaucoup de problèmes à tout le monde, a-t-il ajouté. Y compris à toi. Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que j'étais stupéfait, mais parce que j'écoutais ce qui se cachait sous les mots. Il l'a trouvé pour moi. Ta mère n'aurait pas voulu que ça traîne, a-t-il dit. Elle a toujours détesté les conflits. Tu le sais. Voilà, l'appât. Il a prononcé son nom comme un outil, comme s'il invoquait adoucirait les angles de ce qu'il demandait. Il n'a pas dit vendre. Il a dit résoudre. Il n'a pas dit argent. Il a dit paix. Tu n'as jamais aimé être au milieu, a-t-il poursuivi. Je suis sûr que tu ne veux pas que les gens pensent que tu fais des difficultés. Difficile. Le mot qu'ils utilisent quand la conformité est attendue. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. J'ai gardé ma voix stable. Je ne l'ai pas élevée. Je n'ai pas argumenté. Je l'ai dit une fois, clairement, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai attrapé mes clés et je suis sorti, laissant la porte moustiquaire se refermer derrière moi. L'air avait cette lourdeur de fin d'après-midi, dense et immobile. J'ai conduit sans destination jusqu'à ce que la route s'élargisse en un accotement en gravier surplombant une étendue de terre aride. Je me suis garé et j'ai coupé le moteur. Si j'acceptais, je disparaîtrais exactement comme il l'avait prévu, tranquillement, efficacement, avec des signatures là où mon nom serait effacé.
Si je refusais, je deviendrais le problème dont ils avaient déjà averti tout le monde. C'est ça, le piège. Rendre chaque option douloureuse, puis faire semblant d'être surpris quand vous hésitez. Mon téléphone s'est de nouveau allumé, puis encore. Les appels manqués s'empilaient. Un texto a suivi. Ne compliquons pas les choses. Nous avons besoin d'une réponse aujourd'hui. C'est une question de respect. Respect. Un autre mot qu'il n'utilise que lorsqu'il a déjà disparu. J'ai regardé le soleil descendre, dorant les bords du paysage. Je n'ai pas répondu. Ni aux appels, ni aux messages. Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai pas expliqué. J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il se taise de lui-même. De retour à la cabane, l'air à l'intérieur semblait différent, plus oppressant, comme si les murs s'étaient un peu rapprochés pendant mon absence. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ressorti la lettre, la relisant une fois de plus, lentement, ne cherchant pas du réconfort, mais de la clarté. Ma mère ne m'avait pas demandé de faire en sorte que les choses se passent bien. Elle ne m'avait pas demandé de leur faciliter la tâche. Elle m'avait préparé. J'ai plié la lettre et je l'ai posée sur la table. Puis j'ai mis mes clés à côté. Le porte-clés en bois reposait contre mes doigts, familier maintenant, d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Je n'ai pas décidé de me battre. Je n'ai pas fait de discours à une pièce vide. J'ai posé une limite. Je ne vendrai pas. Pas maintenant. Pas tranquillement. Pas pour leur convenance. Dehors, la lumière a de nouveau changé. Le soir s'imposant. Je pensais que refuser de vendre mettrait fin à la conversation. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de m'effacer à la place. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le calme autour de la cabane n'était pas immobile. Il était vigilant. Le genre de silence qui attend que vous fassiez le prochain mouvement pour savoir comment réagir. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont les appels téléphoniques s'étaient simplement arrêtés. Non pas parce qu'ils avaient accepté quoi que ce soit, mais parce qu'ils recalculaient. Juste après le lever du soleil, je suis sorti, café à la main, et elle était là, une enveloppe soigneusement posée contre le cadre de la porte, pas jetée ou poussée, mais placée intentionnellement. Je n'avais pas besoin de voir l'adresse de l'expéditeur pour savoir qui l'envoyait. Son poids, sa netteté, le sceau discret, tout cela criait « légal ». Je l'ai apporté à l'intérieur, je l'ai posé sur la table et je l'ai fixé longuement avant de l'ouvrir. Parfois, ce n'est pas le contenu qui blesse en premier. C'est de savoir que quelqu'un a eu le temps de le préparer avant même que vous ayez eu la chance de comprendre ce qui allait arriver. Le papier a en tête été gaufré. Impressionnant, d'une manière froide. Mon nom y figurait 2 fois. Une fois dans le bloc d'adresse, puis à nouveau dans le corps du texte, mais pas là où il aurait dû être. Pas en tant que destinataire légitime, plutôt comme un obstacle, une variable. Il qualifiait la cabane des « actifs de détention temporaire ». Cette expression m'est restée en travers de la gorge comme une écharde. Ce n'était pas seulement une propriété. C'était présenté comme un substitut, quelque chose en attente de réaffectation. La formulation impliquait que j'avais accepté des conditions que je n'avais jamais vues auparavant, et encore moins signées. Le consentement était écrit entre les lignes, mais jamais vraiment donné. Puis j'ai vu le bloc de signature, mon nom à nouveau, un espace vide en dessous, et juste au-dessus, dans un langage prudent, une clause de résumé. Il était indiqué qu'en signant, je reconnaissais que la propriété n'était pas un héritage légué mais un don transitoire soumis à un examen administratif. J'ai lu cette ligne 3 fois, lentement. Puis, sous une clause de routine sur les dépôts antérieurs, j'ai vu une référence à un autre document. Il était cité comme s'il s'agissait d'un fait, quelque chose avec lequel j'aurais déjà dû être familier. Le problème, c'est que je ne l'étais pas. Je ne l'avais jamais vu, jamais entendu parler. Pire, la date indiquée à côté datait de 4 mois avant la mort de ma mère. J'ai retenu ma respiration un instant. L'implication était claire. Quelqu'un avait préparé le terrain pendant qu'elle était encore en vie. Pas avec moi, pas pour moi, autour de moi. En fin de matinée, j'étais assis dans un modeste cabinet d'avocat à 2 villes de là, un endroit qui semblait assez à l'écart pour ne pas être lié au leur. La réceptionniste était polie mais sur ses gardes. L'homme qui m'a reçu, grisonnant aux tempes, des lunettes perchées bas, n'a pas semblé surpris de me voir. Je ne l'ai accusé de rien. Ce n'est pas comme ça que ces conversations fonctionnent quand on veut la vérité. J'ai posé des questions, calmes,
précises. Il a répondu à la plupart d'entre elles avec des clauses de non-responsabilité et des qualificatifs. D'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit, tout est assez standard. Mais ses yeux ont trahi quelque chose. Une brève pause ici, un regard là. Il savait, peut-être pas toute l'histoire, mais assez pour savoir qu'il ne voulait pas être pris avec quoi que ce soit. Quand j'ai posé des questions sur le dossier référencé, il a hésité, puis a admis que ce document ne faisait pas partie de la divulgation de la succession. Il a été traité séparément. Discrètement. Sa voix a légèrement baissé sur le mot « discrètement ». Je n'ai pas bronché. J'ai juste demandé si je pouvais en voir une copie. Il a hoché la tête lentement, comme s'il ne le voulait pas mais ne pouvait pas trouver de raison de ne pas le faire. Quand il est revenu, le papier était dans un dossier manille, une page signée mais pas par moi ou ma mère. Le nom dessus, celui de mon beau-père, déposé en tant que « liaison pour les affaires immobilières », pendant une période où ma mère était censée suivre un traitement. Sa signature n'était même pas sur la page, juste une annotation. Approbation présumée en vertu des privilèges de la procuration. Sauf qu'elle n'avait pas signé de procuration. Ça, je le savais avec certitude. J'ai posé le dossier et je me suis adossé à ma chaise. Alors, si je signe le document qu'ils m'ont envoyé, que se passe-t-il ensuite? L'avocat a poussé un léger soupir, comme s'il attendait cette question. Eh bien, dit-il, la cabane revient à la division discrétionnaire de la succession, et votre part est considérée comme satisfaite. Satisfaite, ai-je répété. Il a hoché la tête. C'est plus propre, légalement parlant. Et si je ne le fais pas? Il y eut une pause plus longue cette fois. Alors les choses pourraient devenir plus difficiles. Des retards, des tribunaux, des frais, votre nom pourrait être mentionné dans des dossiers comme non conforme. Pas une menace, une prévision. C'est comme ça que ces gens travaillaient. Au moment où je suis retourné à la cabane, le poids de la décision ne concernait plus seulement la propriété. Il s'agissait de savoir si j'étais prêt à les laisser dicter qui je pouvais être sur le papier, dans la mémoire, dans l'héritage. Pendant une brève seconde, j'ai imaginé ce que ce serait de simplement signer, de laisser tomber. De les laisser gagner. Plus d'appels téléphoniques. Plus de doutes. Mais ensuite, j'ai imaginé le moment exact où ils souriraient tranquillement pour eux-mêmes, sachant qu'ils m'avaient complètement effacé d'une histoire dans laquelle j'étais né. C'est à ce moment-là que le silence a cessé d'être une stratégie. De retour à l'intérieur, je me suis assis à nouveau à la même table, au même endroit où j'avais lu la lettre de ma mère. Le même bois sous mon coude, usé par le temps et l'usage. Je n'ai pas fait de déclaration. Je n'ai pas fait les 100 pas. J'ai juste pris un stylo, j'ai écrit « Refusé » sur le bloc de signature et j'ai tout mis dans une nouvelle enveloppe. Aucun message joint, aucune explication due. En me dirigeant vers la boîte aux lettres près de la route, le ciel avait de nouveau changé. Des nuages arrivaient. Pas sombres, juste denses. Ce genre de calme avant un orage qui ne concerne pas le tonnerre, mais le changement. De retour à l'intérieur, j'ai reverrouillé la porte de la cabane. Le silence était revenu, mais il était différent maintenant. Pas dans l'attente, pas dans l'observation, mais en attente. Quand le téléphone n'a pas sonné cette nuit-là, je l'ai remarqué. Quand aucun texto n'est arrivé le lendemain matin, j'ai compris. Ce n'était pas la paix. C'était l'œil de quelque chose. Avant de me diriger vers la chambre, j'ai jeté un coup d'œil au petit porte-clés en bois qui reposait près du bord de la table. Je l'ai pris, l'ai retourné lentement dans ma main. Les rainures du bois étaient devenues familières, presque comme si elles s'étaient approfondies. Je l'ai serré un peu plus fort qu'avant. Quand des gens comme ça se taisent, ce n'est pas parce qu'ils ont accepté votre réponse. C'est parce qu'ils ont trouvé un autre moyen de faire pression. Ça a commencé subtilement, à l'épicerie, 2 jours après que j'ai renvoyé le refus signé par courrier recommandé. J'étais en train de prendre une boîte de café quand j'ai entendu mon nom, non pas adressé à moi, mais à propos de moi. On dit qu'il est toujours à la cabane. La femme n'a même pas regardé dans ma direction en passant. Son ami a fait un bref signe de tête, puis a changé de sujet trop rapidement. J'ai pris le café, j'ai payé et je suis parti. Pas de contact visuel. Pas de salut de petite ville. Pas de « content de te revoir ». Le lendemain matin, je me suis arrêté à la petite quincaillerie juste à côté de la rue principale. J'avais besoin d'une clé à molette, quelque chose de simple.
L'homme qui me connaissait depuis que j'avais 10 ans a hésité avant de parler. Et, j'ai entendu dire que les choses se sont un peu compliquées avec ta famille, dit-il, évitant mon regard alors qu'il enregistrait l'outil. J'ai souri platement. Compliqué est un mot poli. Il a hoché la tête une fois, lentement, puis n'a rien offert de plus. Au moment où je suis retourné à la camionnette, il était clair que le silence n'était plus silencieux. Il avait une forme, une direction. Il se dirigeait vers la ville, dans la bouche des gens, et dans ma réputation. Sans un seul mot de ma part, j'étais déjà en train d'être redéfini. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir d'où cela venait. Ce soir-là, un vieil ami du lycée, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années mais qui vivait toujours à proximité, m'a transféré un message qui circulait sur un fil de discussion privée. Ce n'était pas public. C'est là que résidait le génie de la chose. Le message me dépeignait comme profondément affecté par un deuil récent et luttant pour faire face d'une manière qui suscite des inquiétudes. Il n'y avait aucune accusation directe, aucun nom, aucune réclamation légale, juste des insinuations. Je l'ai lu 2 fois, puis à nouveau. Je pouvais voir les empreintes digitales partout. Le style de mon demi-frère, son ton. Instrumentaliser l'inquiétude était sa tactique préférée. On peut dire presque n'importe quoi si on le présente comme une simple prise de nouvelles. Je n'ai pas réagi. J'ai sauvegardé le message, j'ai fait une capture d'écran, j'ai noté la date et l'heure. Puis j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable et je l'ai ajouté à une liste croissante de schémas. Il ne s'agit pas de tout faire exploser. Il s'agit de garder des reçus. Le vrai coup est venu le lendemain. Je déjeunais dans un dîner en dehors de la ville, un endroit où les gens ne me reconnaissaient pas, et je pensais m'arrêter à la banque ensuite pour vérifier mon solde et retirer de l'argent. Ma carte a été refusée. J'ai réessayé. Même résultat. La caissière, une jeune femme à peine sortie de l'université, s'est légèrement penchée et a baissé la voix. Il y a une retenue temporaire sur le compte, dit-elle doucement. En attente de clarification de la propriété et de l'accès. J'ai cligné des yeux. Quelle clarification? C'est mon compte. Elle n'a pas répondu à cela. Elle a juste dit que cela devrait être résolu bientôt. Je vous recommande d'appeler le numéro au dos de votre carte. Je suis sorti de là avec le même solde dans mon portefeuille qu'en entrant. 2 heures plus tard, une lettre est arrivée à la cabane, pas par la poste. Livrée à la main, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un avis formel d'un groupe de conseil financier basé en ville. Du jargon juridique. Il disait que mon nom avait été signalé en relation avec une enquête sur des divergences liées à la succession. Une action de précaution temporaire avait été prise pour éviter le risque de transactions non autorisées. La même formulation que j'avais vue auparavant dans les papiers de la succession. La même danse autour du mot fraude sans jamais vraiment y mettre les pieds. Ils n'ont pas touché à la cabane. Ils ont touché à mon nom. C'était plus propre comme ça, plus efficace. Je ne suis pas retourné en ville cette nuit-là. Je suis resté dans la camionnette, garé devant la banque longtemps après le coucher du soleil, juste assis là, la fenêtre entr'ouverte, le moteur éteint. Je n'ai appelé personne, je n'ai pas dit un mot. Je me suis laissé le sentir. La pression dans ma poitrine, la chaleur derrière mes yeux, le genre de blessure qui ne vient pas de la douleur, mais de savoir que l'on est en train d'être effacé, centimètre par centimètre. Et pourtant, je n'ai pas paniqué. Au lieu de cela, j'ai sorti les copies que j'avais faites de la dernière visite au bureau de l'avocat, celles que j'étais retourné chercher après qu'ils aient essayé de me faire passer cette page de signature, celle avec les divergences et les dates qui ne correspondaient pas. Et c'était là, une erreur de timing dans l'un de leurs formulaires, un document déposé sous un code qui n'existait pas avant des mois après la date à laquelle ils prétendaient qu'il avait été signé. Ils ont agi trop tôt. Ils comptaient sur le fait que personne ne lirait attentivement. Mais je l'ai fait. Et je n'allais pas seulement répondre. J'allais me préparer. De retour à l'intérieur de la cabane, j'ai étalé les papiers sur la table. Le bord d'une page captait la faible lumière et brillait légèrement sous la lampe. J'ai pressé ma main dessus pendant une seconde, la stabilisant, peut-être me stabilisant moi-même. Puis j'ai pris le porte-clés. Le bois était plus lisse maintenant. Mes doigts y avaient creusé une légère dépression, juste à force de le tenir si souvent. Il s'adaptait à ma prise d'une manière qu'il ne l'avait pas fait auparavant, comme s'il s'était modelé autour de moi. Je l'ai tenu là. Pas de mots, pas de plan annoncé.
Juste de la résolution. Il pensait que je plierais une fois qu'il m'aurait rendu assez petit. Mais je n'ai pas plié. J'ai arrêté d'essayer. Fini de retourner les appels des banques. Fini le contrôle des dégâts en silence. Fini d'essayer de m'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé quoi croire. J'avais perdu assez d'énergie à combattre les ombres qu'ils projetaient avec des chuchotements en coulisses. 3 jours passèrent. Je suis resté silencieux, j'ai veillé, je les ai laissés parler, j'ai laissé les histoires se répandre. Puis j'ai envoyé un seul email, court, direct, à l'avocat de mon beau-père, le même qui m'avait discrètement glissé ce document d'actif temporaire dans les mains il y a des semaines. Je demande une réunion formelle et à durée déterminée avec toutes les parties impliquées dans les discussions sur la succession. Cette réunion sera enregistrée. J'aurai un avocat présent. Je vous recommande de faire de même. J'ai choisi le cabinet d'avocat moi-même. Un tiers neutre au centre-ville. Des murs de verre, des caméras dans tous les coins. Personne ne pourrait nier ce qui y a été dit. Ils ont accepté plus vite que je ne l'attendais, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils pensaient qu'ils avaient toujours le dessus. Le jour de la réunion, je suis arrivé le premier. Je portais la même veste noire que ma mère m'avait donnée il y a des années, celle avec la doublure cousue et les manches usées. Pas pour le symbolisme, juste pour me sentir ancré. Je n'ai pas apporté grand-chose, juste un dossier, mince mais chargé. Mon demi-frère est entré ensuite, flanqué de sa femme. Elle n'a pas voulu croiser mon regard. Lui-ci. Il a souri avec suffisance. Mon beau-père a suivi, traînant un homme mince et à l'allure coûteuse avec une mallette en cuir. Tout le monde s'est assis. Personne n'a parlé en premier, alors je les ai laissés faire. Ils ont commencé avec des lignes préparées. Trop calme pour être naturel. Mon beau-père s'est penché en avant, les coudes sur la table comme un homme prétendant offrir la paix. Nous nous sommes inquiétés, a-t-il dit. De la façon dont cela t'a affecté, de l'instabilité que cela a causé pour nous tous. Mon demi-frère a enchaîné, plus doucement que je ne m'en souvenais. On craint que les choses ne dégénèrent si la clarté n'est pas faite. Et puisque vous détenez certains documents, il a laissé cette phrase en suspens. J'ai attendu. Ils ont exposé leur version, exactement comme ils l'avaient répété. Comment la cabane avait toujours été un arrangement temporaire. Comment l'état de ma mère dans ces derniers mois rendait certaines de ses décisions peu claires. Comment il voulait juste que tout soit réglé équitablement. Puis j'ai ouvert mon dossier, un document à la fois. Je n'ai pas expliqué. Je les ai juste posés sur la table et j'ai laissé leurs yeux faire le travail. D'abord, une copie de l'amendement à la succession que ma mère a signé 6 mois avant son décès. Notarié, daté, attesté par un tiers non affilié à leur équipe juridique. Ensuite, la correspondance bancaire montrant la tentative de gel de mes fonds personnels, datée exactement 2 jours après que j'ai refusé leur offre de vente. Ensuite, un registre du comté déposé par erreur sous l'adresse professionnelle de mon beau-père, une demande de transfert d'actifs qui incluait mon nom sans autorisation. Je l'avais demandé discrètement au bureau de l'enregistrement la semaine précédente. Et enfin, la pièce qu'ils avaient oubliée, un email de leur propre avocat, horodaté des semaines avant la mort de ma mère, faisant référence à des arrangements de contingence pour la cabane. Ce n'était pas seulement louche, c'était imprudent. Personne n'a parlé pendant un moment. Mon demi-frère s'est adossé, sa mâchoire se contractant. Mon beau-père a cligné des yeux, lisant plus lentement maintenant, les lèvres bougeant à peine. Leur avocat s'est agité sur son siège, mais n'a rien dit. Il était le seul à réaliser en temps réel qu'ils étaient tombés dans un piège qu'ils avaient construit eux-mêmes. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai parlé une seule fois. Vous êtes venu ici en pensant que je cherchais quelque chose, que j'en voulais plus. Mais vous avez construit tout ce désordre sur l'hypothèse que je ne regarderai pas de près, que je n'attendrai pas. Mais je l'ai fait. Et ce que vous avez essayé de me prendre, vous avez construit une trace écrite pour le faire. Alors, merci pour les preuves. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas insisté. Je me suis levé avant qu'il ne puisse répondre. Mes derniers mots n'étaient pas une menace, juste un fait. La réponse juridique est déjà en cours. Vous serez contacté par les voies appropriées. J'ai fini d'expliquer quoi que ce soit en dehors de cela. Je suis sorti. Personne ne m'a arrêté. Je suis entré dans le couloir, le cœur battant lentement et régulièrement. Pas de triomphe, juste d'achèvement.
Comme fermer le dernier tiroir après avoir emballé la vie à laquelle on ne retournera pas dehors, le vent s'était levé. Des feuilles voletaient sur le trottoir. J'ai serré ma veste et je suis monté dans ma camionnette sans regarder en arrière. Je ne me sentais plus en colère. Même pas fatigué, juste fini. Ils n'ont pas gagné parce que je ne les ai pas laissés fixer les règles. Le lendemain, je suis passé devant la cabane en voiture. Pas pour rester, juste pour voir. Elle se tenait là, comme avant. Silencieuse, simple, toujours mienne. Mais elle signifiait quelque chose de différent maintenant. Pas l'exil, pas un fardeau, juste un endroit qui a survécu au mensonge sous lequel ils ont essayé de l'enterrer. En me tournant pour partir, j'ai aperçu le porte-clés en bois qui pendait de l'allumage, usé maintenant, lissé par tout ce qu'il avait traversé avec moi, comme s'il savait, comme s'il avait choisi de s'accrocher. Je pensais que la guerre était finie. Je me trompais sur une chose. Il n'y a pas de défilé à la fin. Pas de musique triomphale en fond sonore. Juste un silence, long, inégal, qui s'enroule autour des espaces où le bruit était autrefois. Et après un certain temps, on arrête d'attendre le prochain coup. On arrête de se préparer. 2 semaines passèrent. Pas d'appel, plus de lettres d'avocat. Les banques ont restauré l'accès à mes comptes. Je n'ai pas célébré. Je suis juste retourné à l'épicerie comme un homme ordinaire achetant du café et du pain. L'air semblait différent maintenant, toujours lourd, mais plus contre moi. Comme si la pression s'était levée, mais avait laissé une empreinte là où elle s'était assise. Je suis retourné à la cabane un mardi après-midi, non par obligation. J'en avais juste envie. Le ciel était clair, mais pas lumineux. Le genre de lumière qui rend tout délavé et honnête. Quand je suis monté sur le porche, le bois a grincé de la même manière qu'il l'avait toujours fait. À l'intérieur, rien n'avait changé. La pourriture persistait dans le coin arrière près du radiateur. La fenêtre avant était toujours coincée quand j'essayais de la soulever. Mais le silence, il semblait mériter cette fois. Pas l'exil, pas la punition, juste le mien. J'ai posé mes clés sur le comptoir de la cuisine et j'ai laissé la porte ouverte pour laisser l'air circuler. Il faisait assez chaud. Pas besoin de mur. Plus tard dans l'après-midi, je me suis arrêté au bureau de poste de la ville. Le commis m'a remis une petite pile de courriers, principalement des prospectus, mais une enveloppe au bas de la pile a attiré mon attention. Vieillie, légèrement jaunie, et postée il y a près de 3 ans. L'écriture a fait se nouer mon estomac. C'était la sienne. Celle de maman. Je ne sais pas comment elle a fini ici si tard. Peut-être qu'elle avait été retenue. Peut-être que quelqu'un l'a trouvée rangée dans un tiroir et a pensé à la faire suivre. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit dans la même écriture en boucle qu'elle utilisait pour les cartes d'anniversaire. De retour à la cabane, j'ai préparé du thé sans me presser. Je n'ai pas déchiré l'enveloppe. Je suis resté assis avec elle pendant un long moment avant de glisser mon doigt sous le rabat. À l'intérieur se trouvait une seule page. Pas de salutation formelle, pas de signature à la fin, juste elle. Elle écrivait, « J'ai vu la façon dont il parle par-dessus toi, comment il sourit quand tu te tais. Je savais que cette partie de la famille te ferait douter de toi. Je savais que je ne serais pas là pour l'expliquer plus tard. Alors, la voici. Je l'ai vue. Tout. Tu n'as pas imaginé être mis de côté. Tu n'as pas inventé les moments où ils t'ont effacé. Je ne l'ai pas arrêté parce que je ne pouvais pas. Mais je pouvais te donner une chose. Cette cabane, ce n'est pas un cadeau. C'est une ligne tracée dans le sol. J'avais besoin que tu aies un endroit d'où personne ne pourrait te chasser par un vote. C'est tout. C'est toute la raison. Tu ne leur dois pas de réponse. Tu ne me dois pas d'explication non plus. Vis juste bruyamment si tu le peux. Je suis resté assis longtemps après ça. Les mots n'ont pas piqué. Ils ne m'ont pas fait pleurer. Ils se sont juste installés en moi comme des pierres chaudes dans de l'eau froide. Elle n'a jamais mentionné le manoir. Jamais parlé d'actifs ou de titres ou de qui obtenait quoi. Il ne s'agissait jamais de ça. Il s'agissait d'être vu, de ne pas avoir à se battre pour une chaise à une table qui continuait de rétrécir chaque fois que je m'en approchais. Plus tard dans la soirée, j'ai tiré une couverture sur mes genoux et je me suis assis sur les vieilles planches du sol dans le coin près de la cheminée, au même endroit où je me blottissais quand j'étais enfant. À l'époque, je pensais que si je restais assez immobile, quelqu'un finirait par remarquer que je manquais au bruit.
Je réalise maintenant que j'ai arrêté d'essayer de gagner une place dans cette version de la famille il y a longtemps. Peut-être que je n'ai jamais vraiment eu de chance. Mais la paix que j'ai ressentie à ce moment-là, ce n'était pas parce que j'avais gagné quoi que ce soit. C'était parce que j'avais arrêté d'essayer de gagner quelque chose que je n'avais jamais voulu en premier lieu. Quelques jours plus tard, j'ai appris par un voisin que mon demi-frère et mon beau-père avaient été discrètement retirés du conseil d'administration local. Un problème de surveillance d'une organisation à but non lucratif. Pas de scandale public. Juste une distance qui grandissait là où il y avait eu autrefois du pouvoir. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai rien ressenti, vraiment. La justice ne ressemblait pas toujours à ce que nous attendions. Parfois, c'était juste des gens qui se révélaient, une décision à la fois. De retour à la cabane, j'ai pris le porte-clés en bois de ma poche et je l'ai accroché au crochet mural près de la porte. Ce n'était pas un trophée, pas un rappel du combat. Juste la preuve que je suis resté, que je ne suis pas parti quand il me voulait invisible. La cabane est peut-être toujours de travers, elle sentira peut-être toujours un peu la moisissure au printemps, mais ce n'est plus un symbole de survie. C'est là que je suis redevenu réel. Certaines familles vous donnent des racines. D'autres vous apprennent à les faire pousser vous-même. Il y a des choses pires que d'être laissé de côté. Être effacé en est une. Je n'ai pas laissé cela arriver.